Bonsoir et ravi de vous retrouver sur le plateau de Warm-Up. On connaît le nom du successeur au poste de sélectionneur de l'équipe nationale de saut d'obstacles. C'est le Roman Michel Sorg qui remplacera après les JO de Tokyo Andy Kistler. La nouvelle a été officialisée cet après-midi à l'occasion d'un point presse de la Fédération suisse des sports équestres. Michel Sorg, actuel directeur adjoint du concours hippique international de Genève, qui est avec nous ce soir. Bonsoir Michel. Bonsoir Pascal. Et puis à vos côtés, Ken Balziger qui vient de briller dans le Grand Prix des moins de 25 ans avec une 3e place. Bonsoir Ken, félicitations. Bonsoir, merci beaucoup. Alors on va évoquer vos actualités respectives dans un instant, mais avant on va revenir sur le temps fort d'hier. C'était bien sûr la finale du Top 10 Rolex IJRC. Cette 19e édition a tenu toutes ses promesses avec un suspense de folie et une manche décisive exceptionnelle avec des belles performances des cavaliers étrangers. Légère déception côté suisse. En revanche, Steve Gerda et Martin Fuchs qui se sont brillamment rachetés, puisque Steve Gerda a remporté tout à l'heure la Coupe de Genève juste devant Martin Fuchs. Si vous n'étiez pas présent sur place hier pour cette finale du Top 10, séance de rattrapage avec ce résumé d'Alexandra Claude. Il est arrivé à Genève avec son statut de numéro 10 mondial, mais vendredi soir, c'était lui, le meilleur des plus grands cavaliers de la planète. Ken Farrington a soulevé la coupe de la finale du Top 10 Rolex IJRC, épatant une nouvelle fois le public et ses concurrents. Déjà vainqueur de la grosse épreuve de jeudi, le redoutable Américain a absolument tout donné dans la deuxième manche, au point de s'imposer avec plus de 2 secondes d'avance. Le tout avec une jument qu'il ne monte que depuis quelques mois et qui n'avait jamais sauté dans une épreuve d'un tel niveau. Autant dire que Ken Farrington avait de quoi être fier hier soir. She's actually similar to my other horses. She's very careful. She's exceptionally fast and really suits my riding. And I thought she really stepped up to the plate today because that was a giant course. She's never jumped that big before, especially indoors. So I couldn't be happier with the horse. She's naturally quick, all by herself, so when you ask her to go even faster, you're really going to go full speed. And that's what you saw in the jump-off. I didn't even know she was going that fast, but it's naturally how she wants to go, so I just try to stay out of the way of the horse. You know, when you look down the list of riders that have won this, it's really the best of the best, and to win it 2 times, I think there's only a couple other guys that have done that, being Rodrigo and Steve, and these are legends in the sport, and I'm really proud to be on the wall with them. Avant lui, la barre avait tout de même été placée haut par Darragh Kenny, cavalier irlandais qui connaît une progression fulgurante et qui a signé un double sans faute déjà très rapide. Mais à sa sortie de piste, il savait que l'onde de choc Farrington risquait à nouveau de frapper. It's a fantastic class. It's an amazing feeling to ride. The crowd was incredible. It's a fantastic thing that Rolex do to put on this final with the 10 best riders in the world. It's unbelievable for everybody to watch, and it was a really enjoyable time to ride. I knew that my horse was jumping really good, and he felt super. I knew that Kent was always going to be really fast, so I thought, okay, I have to go as quick as I can and try to jump clear. Cette fabuleuse fin d'épreuve a presque réussi à faire oublier la déception de ne voir ni Steve Gerda ni Martin Fuchs sur le podium. Le Jurassien, vainqueur l'an dernier avec ce même Alamo, a commis une faute sur l'avant-dernier obstacle. Quant aux Zurichois, il était déjà hors course à l'issue de la première manche, mais les numéros 1 et 2 mondiaux auront encore d'autres occasions de faire vibrer le public genevois ce week-end. Voilà pour ce grand moment de la finale du Top 10 qui a fait vibrer Palais Expo, qui était plein hier soir. On revient sur l'actualité du jour. Michel Sorg sera le futur responsable de l'équipe suisse de saut d'obstacles. Il prendra la succession donc d'Andy Kistler à la suite des JO de Tokyo à partir du mois de septembre 2020. Je le disais tout à l'heure en début d'émission, la nouvelle a été officialisée cet après-midi. Michel Sorg, quelques minutes, quelques heures après l'annonce, là, beaucoup d'émotions. Le sentiment aussi de prendre des responsabilités. Oui, beaucoup d'émotions et j'ai pas encore vraiment réalisé, même si vous imaginez bien que ça fait un petit moment qu'on en discute dans les coulisses. Ce qui est bien, c'est que je commencerai officiellement le 1er septembre, donc j'ai 9 mois pour réaliser, ce qui est plutôt une bonne nouvelle.
Mais c'est beaucoup de bonheur, c'est beaucoup d'émotions. J'étais très ému à la conférence de presse. Je suis quelqu'un d'émotif, mais je ne pensais pas l'être autant. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et comme j'ai déjà dit, en fait, on m'a demandé si j'en avais rêvé, mais en fait non, parce que j'aurais même jamais pu oser l'imaginer. Et voilà, maintenant, c'est effectif à partir du 1er septembre. Par contre, d'ici là, évidemment, Andy Kissler reste le chef de l'équipe de Suisse avec toutes les échéances qu'il y a avec les JO de Tokyo en ligne de mire. Alors vous êtes jeune, hein, on le voit, 34 ans, mais vous n'êtes pas un novice dans le sport équestre puisque vous avez été cavalier poney, cheval, vous avez été speaker aussi, brillant speaker, on l'entend aussi ici à Palexpo, journaliste aussi, hein, que ce soit dans les médias régionaux mais aussi au Cavalier Roman, et puis chef de sport du saut à la Fédération Suisse Équestre. Donc vous êtes concrètement le chef d'Andy Kissler aujourd'hui. Qu'est-ce qui a conduit à cette solution? Est-ce que c'est des échanges avec Andy, avec les cavaliers? Est-ce qu'il y avait d'autres papables? Comment se passe le choix d'un successeur d'un chef d'équipe suisse? Alors à la base, c'est parti d'une discussion informelle avec Andy Kissler qui m'a annoncé déjà il y a un petit moment qu'il allait mettre un terme à sa carrière de chef d'équipe et qui m'a dit écoute, je te verrais assez bien reprendre ma place. Pour être totalement franc, au début j'ai dit mais ah bon? Non, je suis pas tellement sûr. Et en fait, ça a trotté dans ma tête, une annonce comme ça évidemment. Et puis après, durant l'été, c'est devenu vraiment plus clair aussi dans la tête d'Andy Kissler qui souhaitait arrêter après les Jeux Olympiques de Tokyo. Et du coup, les discussions ont commencé avec Andy tout d'abord, qui a fait énormément pour moi pour que je puisse accéder à ce poste. Et il n'a pas fait que ça, il a fait beaucoup de choses pour moi depuis 15 ans, Andy Kissler, je peux lui être que reconnaissant. Ensuite, c'est des discussions avec le directeur du saut d'obstacle, Stefan Kuhn, avec la directrice sportive, Evelyn Niklaus, avec la direction générale de la Fédération suisse. Et il a fallu présenter un projet avec une vision, avec les objectifs sportifs, mais aussi humains, ce que je pensais pouvoir amener à cette équipe de Suisse. Donc c'est pas seulement une discussion, on dit bon ça sera toi. Il a fallu montrer l'envie d'une part, mais aussi qu'il y avait un projet. Et puis évidemment, j'ai discuté aussi avec nos numéros 1 et 2 mondiaux, Steve Gerda et Martin Fuchs, pour voir comment eux imaginaient la chose. J'ai la chance de les connaître depuis près de 20 ans les deux. Et voilà, on a une discussion très ouverte et aujourd'hui c'est officiel. C'est officiel et puis il y a aussi la transition qui va s'effectuer tranquillement d'ici là. Andy Kissler qui disait lors du point presse qu'il était heureux d'avoir une jeune équipe de Suisse performante et qu'il est aussi très content d'avoir un successeur aussi jeune qui impulse cet esprit un peu dynamique aussi qu'il entend continuer à souffler dans cette équipe. Alors comment va s'effectuer la transition? Est-ce que vous allez travailler main dans la main pour la transition en douceur? Alors déjà, je pense que Andy Kissler est un chef d'équipe très dynamique, donc je ne pense pas que là, ce soit là que ça se joue. Évidemment, mettre un chef d'équipe jeune, c'est vrai que j'ai 34 ans, c'est un signal aussi de la Fédération suisse sur la vision de l'avenir. La transition, elle va se faire en douceur. C'est aussi pour ça qu'il a été décidé d'annoncer cela ce week-end. Parce qu'à partir de la saison prochaine, je vais suivre l'équipe de Suisse aux côtés d'Andy Kissler. Je vais observer un peu ce qui se passe. Je vais aller à la Baule, notamment en France au mois de mai. Saint-Gall, évidemment, puis peut-être encore une. Et puis on va aussi se voir avec Andy Kissler à plusieurs reprises en dehors des concours. Parce qu'il y a le travail sur les concours, mais évidemment, derrière le rideau, il y a beaucoup de travail à effectuer. Alors vous aussi, vous allez changer donc de costume, mais vous allez laisser aussi votre poste ici au concours hippique international. Est-ce que vous allez rester impliqué malgré tout dans l'organisation du concours? Vous avez donc le poste de directeur adjoint. Comment ça va se passer avec le concours? Alors je vais conserver le titre de sous-directeur, pour être précis. Je vais le conserver et je vais évidemment réduire mon activité parce que devenir chef d'équipe, il faut une implication. Aujourd'hui, je suis à plein temps malgré mes autres casquettes au CHI de Genève et je vais donc réduire mon activité et la recentrer vraiment sur les questions sportives avec Alban Poudret avec lequel je forme un super binôme. Alban qui a énormément fait pour moi et qui est aussi l'une des personnes à qui je dois un peu tout ce qui m'arrive dans ce milieu-là et je vais continuer à participer je dirais à la stratégie globale de l'événement aussi avec Sophie Motu-Morel. C'est une immense chance aussi ce trio qu'on forme les trois. Et je peux être que reconnaissant aussi à la Fédération suisse, bien sûr, pour la confiance et
pour ce qu'ils ont fait pour moi, pour que j'accède à ce poste, mais aussi évidemment au concours hippique de Genève, à Thierry Naz, notre président, à Sophie Motu-Morel et à Alban Poudret, parce que tout de suite, quand je leur ai dit écoutez, j'ai cette opportunité, ils m'ont tout de suite encouragé à le faire et on a trouvé ensemble des solutions qui, je pense, seront bonnes pour l'avenir. Michel Sorg, merci pour cette première réaction à chaud. Donc, en tant que futur nouveau responsable de l'équipe suisse de saut d'obstacles, on revient au concours hippique de Genève. Et l'actualité, c'était cette nouveauté cette année que vous avez introduite au programme. Et c'est aussi ce qui explique la raison de Ken Balziger sur notre plateau. C'est l'introduction des épreuves pour les jeunes de moins de 25 ans dans votre programme. Oui, exactement. C'est vraiment l'ADN du CHI de Genève. Depuis toujours, j'ai envie de dire, il y a eu... des jeunes talents qui ont foulé la piste de Genève avec les poneys. On se souvient de cette chasse sans selle incroyable où les cavaliers montaient leur poney avec une selle et les cavaliers élites étaient accrus. On a fait des relais cheval-poney, on a fait des mini-coupes des nations, d'ailleurs à laquelle Ken a aussi participé l'année dernière avec les chevaux suisses. Et là, on s'était dit, ça faisait déjà plusieurs années, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on pourrait peut-être faire encore en plus pour les jeunes. Et c'est là que ce CSI des moins de 25 ans nous a paru assez évident et on est ravis vraiment du sport qu'on a vu. Il y a eu vraiment du très beau niveau et c'est vraiment l'ADN du concours, cette promotion de la relève. Et personnellement, c'est aussi quelque chose que j'ai énormément en moi et que je vais aussi tenter de mettre au service de l'équipe de Suisse parce qu'on a une génération de jeunes talents formidables dans notre pays. Alors, Ken Balziger, je le disais, troisième de ce Grand Prix. Vous venez de terminer troisième derrière l'Américaine Fass et l'Irlandais Derwin. C'était un barrage vraiment très très serré. Oui, c'était très serré. J'ai un peu loupé un virage, aussi du fait que mon cheval il a seulement 8 ans. Et, il manque un peu de dressage, il saute fantastique, il a une bonne galopade, mais il y a encore du travail. Votre jeune cheval, c'est Héros du Roumaillard, un nombre de 8 ans. Vous avez vraiment formé de mener... Étalon, oui, exactement. Oui, c'est un étalon de 8 ans. Il est arrivé dans mes écuries quand il avait 4 ans. On a commencé les jeunes sauts ensemble, on n'a pas arrêté de progresser. Mon meilleur résultat jusqu'à aujourd'hui, c'était la 8e place au championnat du monde des 7 ans l'année passée. Et depuis ce jour, j'ai toujours su que ça allait donner un super cheval et puis il le prouve encore aujourd'hui. Alors ce qu'il y a de formidable, c'est que vous avez un parfait échange avec votre frère, Brian, qu'on a reçu dans l'émission de jeudi, puis qui est aujourd'hui dans la sélection officielle. Et puis avec papa, Thomas, vous formez vraiment une belle cellule dynamique. Vous entraidez, vous motivez. C'est important d'avoir cet échange et cette bonne entente. Oui, exactement. J'ai la chance. On s'entend vraiment super bien. Mon frère, il ferait tout pour moi, je ferais tout pour lui. Et puis, on peut toujours compter l'un sur l'autre. Mon père, la même chose. Et puis, j'espère que ça continuera comme ça, toujours. Vous avez aussi la gestion de l'écurie du Cudret avec Brian, avec votre frère. Et puis à côté, vous avez aussi une école d'équitation qui cartonne, qui marche bien. Il y a beaucoup de jeunes qui débutent et qui découvrent le cheval grâce à vous. Oui, alors le manège avec mon frère. Mon père est toujours un peu actif, mais vu qu'il entraîne beaucoup les juniors et tout ça, il est un peu moins à la maison. Après, je m'occupe aussi de l'école. J'ai un super associé que quand je suis au concours, il peut s'en occuper. Et ça vaut de l'or pour moi. Et Mirko Morelli, qu'on salue aussi, qui fait du gros travail. Michel Sorg, c'est formidable de voir cette histoire de famille. Ils ont carrément, ils étaient même tout juste nés qu'ils étaient déjà sur un cheval, les Balziger. Et c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on les suit sur le circuit. Père d'abord, Thomas Balziger, qui était champion roman, qui a classé des grands prix, notamment avec Cuba Libre, je me rappelle bien. Je l'ai pris dans les Children après. Ah bah voilà, c'était déjà pas mal. Et c'est vrai que c'est magnifique de voir ce noyau. On pense aussi à Patricia, bien sûr, la maman de Ken et Brian. Et de voir que chacun est là pour l'autre, c'est assez fabuleux. Et c'est vrai que Thomas fait beaucoup pour ses garçons, mais fait aussi beaucoup pour les jeunes, parce qu'il est l'un des 3 coachs de la relève suisse. C'est quelqu'un qui est très apprécié, très écouté aussi. Et puis Brian, voilà, il brille de mille feux tout en haut et on est ravis aussi que ce soit Ken dans la lumière. Et un petit mot sur cette école qu'ils ont décidé de reprendre. C'est un pari de prendre une école d'équitation. On voit, et c'est pas du tout un jugement, mais plutôt des centres équestres qui souvent deviennent des écuries privées. Et voilà, là il y a des jeunes qui ont envie de former des encore plus jeunes à l'équitation et c'est comme ça que notre sport va pouvoir continuer à évoluer parce qu'on a tous appris à monter à cheval dans une école.
Alors l'autre nouveauté, Michel Sorg, du programme de cette année, c'est le retour du Master Show. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Oui, ouh là là. Alors je ne vais pas vous poser la question parce que c'est Alban Poudret, le directeur sportif, qui va nous éclairer sur cette... C'est très très bien. Oui, c'est alors très, lui très il bien. la connaît, vous allez voir, il va tout nous dire sur cette nouvelle épreuve disciplinaire qui revient dans le programme. On l'avait vu il y a quelques années à Palexpo. On écoute Alban Poudret. Alors le Master Show, c'est une épreuve multidisciplinaire qui est en même temps didactique et en même temps très amusante. On se rappelle les premières éditions à la fin des années 90 avec Ulrich Kirchhoff, le champion olympique, qui faisait du saut à l'aveugle, qui faisait du dressage à l'envers sur son cheval et d'autres numéros incroyables. On a vu des cavaliers comme Steve Gerda sauter à mulet. Donc on a eu beaucoup de choses drôles, mais on a aussi été épaté de voir certains cavaliers de saut, de dressage, d'attelage, des meneurs, faire toutes les autres disciplines très bien, très variées. Les champions du monde de voltige seront là. Et les deux derniers champions du monde de voltige, Ferrari et Leclésio, donc haut niveau, mais ils vont peut-être entraîner des cavaliers de saut à faire de la voltige. Et on va voir sur des attelages aussi des cavaliers d'autres disciplines. On va voir des cavaliers de complet qui vont nous montrer vraiment ce que c'est que le complet en faisant les 3 disciplines à la suite, à la chaîne. On aura de la haute école, on aura un peu toutes les disciplines, mais je crois que ça finira un peu en folie avec les horsemen et avec des cavaliers de saut qui vont peut-être faire les horsemen. Et puis, ouais, ça va finir avec Carlos Motarribas, c'est tout dire. Ce sera la fête, ce sera la joie. Voilà, de la fête de la joie donc pour cette belle épreuve du Master Show qu'on se réjouit de découvrir. Michel Sorg, vous êtes aussi un peu comme un chef cuisinier ici, parce que vous êtes au four et au moulin. On vous voit dans des séances, on vous voit au micro, on vous voit à la télé, partout. Oui, c'est vrai qu'on a des journées assez chargées, mais on fonctionne en adrénaline. Donc en fait, on ne le sent pas vraiment. Par contre, je peux vous dire que lundi, c'est un petit peu difficile après le concours. En plus, ce sera l'anniversaire de ma femme qui travaille aussi pour le concours. Clara donc, de Coulon-Sorg, voilà, qu'on salue. Qui travaille aussi pour le concours. Donc je pense lundi, les deux, on sera un petit peu épuisés. Mais on travaille 361 jours pour ce concours. Donc si on ne profite pas pendant les 4 jours, il faut changer de métier. Bien sûr qu'il y a plein de choses à faire, mais si on commence à se plaindre d'avoir beaucoup à faire pendant ces 4 jours alors qu'on travaille pour que tout ça ait lieu et pour le plaisir du public et des participants, donc voilà, moi je suis heureux et j'ai pas du tout envie de me plaindre du rythme que j'ai pendant ces 4 jours. Alors Michel, je vous ai vu froncer les sourcils quand je vous ai parlé de cuisine, mais c'était pour faire le lien avec le sujet qui va venir maintenant. C'est ça, oui, c'est la j'adore transition. la cuisine, j'adore la gastronomie. Vous avez été voir Chef Glorieux, c'est ça? Exactement. On est allé en coulisses parce qu'on vous emmène chaque soir dans cette émission, dans les coulisses de Palexpo, voir un peu comment s'organise aussi l'envers du décor de ce concours. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de monde à nourrir, bien sûr, beaucoup de visiteurs, environ 30 000 personnes sur les 4 jours, et il y a près de 200 personnes qui assurent à la fois la restauration et le service du côté de Palexpo. Une recette donc à maîtriser. C'est Alexandra Claude qui nous en dit plus. Il est toujours agréable de flâner au concours entre les épreuves à travers les différents stands. Mais au bout d'un moment, eh bien, toutes ces péripéties, ça creuse. Alors on cherche un endroit où se restaurer et il y en a plein à Palexpo. Vous vous êtes sûrement déjà demandé comment fonctionnent les cuisines d'un gigantesque endroit tel que celui-là. Alors on va vous apporter quelques éléments de réponse. Gontran Toulet, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la vente de la restauration ici à Palexpo. Combien de personnes au total travaillent avec vous? Alors aujourd'hui, on a une équipe qui regroupe 200 personnes environ entre la cuisine et la salle. Et donc les possibilités de se restaurer sont vraiment nombreuses. Est-ce que vous pouvez nous les détailler? Exactement, les possibilités sont très larges. Nous avons ici une offre hospitalité très haut de gamme avec la loge Rolex que vous voyez derrière moi. Nous avons également des restaurants à la carte, différents points de vente que nous avons dans l'espace, et également une offre restauration qu'on appelle Free Flow où vous pouvez trouver tout type de restauration. Gontran Toulet, on a changé d'endroit, on est justement à la place du marché que vous mentionnez tout à l'heure. Alors ce qu'on peut dire, c'est que vous accueillez vraiment de nombreux événements tout au long de l'année. Le CHI, où est-ce qu'il se situe en termes d'importance? Alors aujourd'hui, à Palexpo, nous avons une 50aine d'événements dans l'année. Je dirais que le CHI se situe parmi les 3 plus gros de notre collection. C'est un travail que nous organisons dès la fin du concours. C'est à peu près 1 an de travail, d'échange, de partage. On essaye de trouver des nouveaux concepts, d'améliorer toujours l'offre de restauration pour arriver à une offre de restauration établie le jour J. Pour cette 59e édition du concours hippique, est-ce qu'il y a eu par exemple une demande un peu particulière?
Alors les clients voulaient cette année qu'on organise le hot fondue, donc c'est un nouveau concept qu'on a mis en place. Les gens peuvent déguster une fondue dans un sandwich et c'est merveilleux, je vous le conseille. Merci beaucoup Gontran. Merci à vous. Bon, eh bien, j'espère que ça vous a ouvert l'appétit tout ça, mais avant de passer à table, je vous propose une petite immersion dans les cuisines. Pascal Glorieux, bonjour. Bonjour, bienvenue au concours hippique international. Merci beaucoup. Vous êtes donc le chef exécutif et sous-directeur de la restauration. On l'a vu, hein, les possibilités de se restaurer sont nombreuses. Comment êtes-vous organisé? Est-ce qu'il y a une cuisine centrale? Est-ce qu'il y a plein de cuisines réparties un petit peu partout? Comment ça marche? Tout à fait, il y a une cuisine centrale qui distribue pour tous les points de vente. Ici, on se trouve dans la place du marché. C'est des cuisines satellites qui sont mobiles. Donc ce n'est pas des cuisines fixes, c'est un peu des cuisines éphémères. Et chaque point de vente est garni d'une cuisine éphémère. Et du coup, au total, combien de plats sortent de l'ensemble de vos cuisines chaque jour pendant le concours? On fait entre 5 et 6 000 repas par jour. Donc c'est diversifié, ça va du petit prix à 10 francs jusqu'au menu VIP, cocktail, jusqu'à des menus qui sont un peu plus chers et bien élaborés. Et forcément, dans les cuisines, il y a des coups de feu pendant le concours hippique en particulier. Quels sont, on va dire, les moments les plus chauds de la journée ou les moments les plus chauds sur l'ensemble du week-end pour vous? Bon, les moments les plus chauds pour moi sont l'ouverture. Donc la préparation, la mise en place des cuisines, l'équipe à mettre en place, l'ouverture, comme aujourd'hui, on sommes le premier jour. Et puis après, dans la journée, c'est vers 15h, entre 15 et 16h, où je passe toutes les commandes pour le lendemain. Mais le coup de feu, en général, j'ai une équipe solide qui maîtrise parfaitement son travail. Merci beaucoup, Pascal Glorieux. Merci. Voilà donc pour toute l'infrastructure, l'organisation assurée pour nourrir les 40 000 spectateurs qui viennent sur les 4 jours du concours hippique. Comme chaque jour, on va tendre notre micro aux jeunes cavaliers du Jockey Club. On écoute la lauréate de la dernière épreuve majeure, la 135 de ce matin. Je suis très heureuse. C'est une journée d'émotion pour moi et toute mon équipe. Ma jument est jeune et faire ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est pour moi, oui, juste quelque chose d'incroyable, surtout ici à Genève. Je pense reprendre ces installations parce que c'est quelque chose qui fait partie de ma famille, qui fait partie de moi. J'ai grandi dans les chevaux et je vivrai toujours dans les chevaux. Par contre, je ne suis pas cavalière professionnelle, mais je suis cavalière un peu semi-professionnelle, ce qui veut dire que j'en fais pas mon métier. Les difficultés, moi je dirais surtout, c'est qu'on a des chevaux, le Jockey Club, on a des chevaux plutôt d'amateurs, donc ils n'ont pas forcément l'habitude d'une piste avec un décor aussi grand. Donc déjà il y avait l'écran sur le numéro 2, où là les chevaux pouvaient regarder, pouvaient s'interroger, et puis à coup ça peut poser un problème. Sinon, les autres principales difficultés, je trouve qu'au niveau du tracé, c'était plutôt bien parce que c'était un tracé aéré, on pouvait galoper, ça pouvait bien se faire. Après, bien sûr, les difficultés, c'est toujours, si on veut aller vite, faut prendre des risques, faut couper, il faut tenter. Ça passe ou ça casse, on le sait, c'est ce sport. Je dirais que le double numéro 4 était un petit peu délicat parce que si on voulait passer devant, il fallait un peu tenter un peu le diable, ça veut dire qu'on se retrouvait face aux tribunes, mais ça passe, ça marche. Et puis aussi la dernière ligne qui était assez délicate avec la palanque en fin de parcours. Et retour sur le plateau de warm-up, on a le plaisir d'accueillir Alexandra Claude. Bonsoir Alexandra, vous allez nous parler des réseaux sociaux tout à l'heure. Et puis Virginie Fèvre qu'on a le plaisir d'accueillir. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Un nom qui est connu, triple championne du monde de ski freestyle. Et puis alors une lourde casquette, un peu comme Michel Sorg. Mais vous, c'est les Jeux Olympiques d'hiver de la jeunesse 2020 qui débutent bientôt du 9 au 22 janvier. Puis vous représentez aussi l'AIDS sportive, soutenue justement par le concours hippique sur le plan roman. Alors Virginie, vous êtes jeune, comment vous êtes retrouvée à la tête de cette organisation des JOJ 2020 ? J'ai été impliquée dans le projet depuis ses débuts, depuis la candidature, parce que effectivement, le sport, la jeunesse, c'est quelque chose qui me fait vibrer en tant qu'ancienne athlète, de pouvoir aujourd'hui m'impliquer pour pouvoir redonner au sport, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis voilà, la belle aventure continue, il nous reste quelques jours avant la cérémonie d'ouverture. Alors beaucoup de sites qui seront bien sûr en Suisse romande, mais aussi du côté de Saint-Moritz, parce que l'idée des JOJ, c'est de ne pas construire d'infrastructures superflues ou inutiles ou qui existeraient déjà, c'est ça ? Exactement, on a essayé de faire des jeux intelligents, donc c'est-à-dire qu'on a créé des collaborations, que ce soit avec la France pour utiliser les infrastructures qui sont existantes là-bas, ou Saint-Moritz pour aller faire du bobsleigh sur la seule piste naturelle au monde, ou le lac gelé pour le speed skating parce qu'on n'a pas de telles infrastructures en Suisse. Alors on l'a vu sur les images, plus de 1800 jeunes athlètes qui auront entre 15 et 18 ans. Et puis ce qui est formidable, c'est que l'événement est gratuit pour la plupart des sites.
Et le public est le bienvenu, bien sûr. Hein. Bien entendu, après le CHI, on vous attend tous justement à Lausanne ou sur nos sites hôtes. Il y aura énormément d'activités en plus des compétitions sportives, un grand festival du sport. Tous les billets, comme vous l'avez dit, sont gratuits. Pour les compétitions à l'intérieur, par contre, il faut aller sur notre site internet, s'inscrire, prendre des billets et puis voilà, on vous attend nombreux. On peut donner d'ailleurs l'adresse du site internet. Virginie, on vous écoute. Alors c'est lausanne2020.sport. Voilà, et puis aussi un petit mot sur l'aide sportive que vous représentez, soutenue en partie par le concours hippique. Oui, pour nous c'est extrêmement important. En fait, la Fondation de l'aide sportive suisse et la Fondation de Suisse olympique, elle est là pour soutenir financièrement les athlètes en Suisse, les plus jeunes ou ceux qui participent à des sports qui sont moins médiatisés, où on a besoin de budget. Donc on est ravis de pouvoir être soutenu par le concours hippique. Et puis on soutient aussi des cavaliers dans le cadre de la Fondation. Virginie Fèvre, merci beaucoup. On rappelle que vous êtes la présidente des JOJ 2020 qui auront lieu du 9 janvier au 22 janvier, des jeux ouverts. C'est mon chrono qui s'arrête. Ça veut dire, Michel, il faut faire vite si tu veux. Non, je voulais juste remercier quand même Virginie parce qu'elle a une vie à 200 à l'heure, à moins d'un mois des JOJ. Elle nous fait le plaisir de venir ici pour le plateau TV et pour une conférence aussi. Donc merci Virginie et on croise les doigts. Grand merci beaucoup Virginie. Merci à vous tous. Plein succès pour ces jeux et puis on vous libère maintenant parce que là on vous attend dans quelques secondes pour une conférence. Merci beaucoup. Merci. Et bonne suite de marathon. Une excellente suite de concours ici à Genève. Merci bien. Merci beaucoup. Et on termine comme chaque jour avec un petit coup d'œil sur ce qui est publié sur les réseaux sociaux avec le hashtag CHI Genève. Alexandra, c'est vous qui nous décryptez tout ce qui est publié d'intéressant. Puis bien sûr, on revient sur le top 10 et la victoire de Steve Garda tout à l'heure. Oui, effectivement, on va revenir sur ces deux choses. Mais déjà, ce qu'il faut dire, Pascal, c'est que depuis hier soir, un cavalier est totalement incontournable. C'est Ken Farrington. Après, justement, sa victoire dans le top 10. L'Américain, qui avait déjà remporté cette épreuve une fois. Et là, il a fait la passe de 2. On le voit ici sur ce poste en pleine action, sous le regard des 9 autres concurrent puisqu'il s'était lancé en dernier et il a offert vraiment une deuxième manche de folie au public et du coup il a remporté donc cette finale. Tous ces postes nous permettent de retracer finalement la soirée d'hier soir. On va le voir sur la deuxième publication sur le podium. Voilà, et cette image, on avait envie de vous la montrer parce qu'elle est assez amusante. Ken Farrington lui-même a dit, voilà, pour une fois, lorsqu'il était sur le podium et que les deux autres étaient sur les deux autres marches, il était à la même taille, on va dire, que Christian Allman et Darragh Kenny. Là, ce n'est pas le cas. Kent Farrington, un grand cavalier, peut-être pas par la taille, mais par le talent, ça c'est sûr. Et puis, tradition oblige, à la finale du top 10, ce sont ensuite les grooms qui montent sur le podium. C'est l'image qu'on voit là. Belle complicité aussi entre tous ces grooms. C'est un bel hommage qu'on leur rend à chaque fois dans cette finale du top 10. Mais on avait envie de vous montrer aussi le visage de la groom de Ken Farrington. Donc la voici ici, Denise Moriarty, pièce toujours très très importante dans le travail d'équipe des cavaliers. Donc vous voyez, Pascal, les publications sur Ken Farrington ne manquaient pas effectivement sur Instagram. Mais on ne peut pas non plus s'empêcher de vous montrer une image de Steve Garda, très très belle image prise cet après-midi, à la suite de la victoire dans l'épreuve des combinaisons par Joseph Carlucci, un des photographes officiels du concours. Très belle image donc publiée après cette victoire. Merci beaucoup Alexandra pour ce tour d'horizon. Michel Sorg, en 2 mots, les derniers conseils pour demain, s'il y a encore des spectateurs qui veulent venir. Il va falloir malheureusement regarder à la télé pour eux parce qu'il n'y a plus un seul billet, mais plus un. Donc inutile de venir, La radio-télévision suisse ou la TV du CHI sur notre site internet ou sur Facebook, on est sold out demain. Ken Balziger, la suite du programme, les fêtes de Noël, c'est la pause ou les concours qui continuent? Oui, exactement. Mon cheval a fait une énorme saison. Comme j'ai dit, il est encore jeune. Maintenant, il mérite un peu de vacances. Et moi, je vais me concentrer sur les jeunes qui restent à la maison.
Merci beaucoup en tout cas de votre présence à vous trois. Plein succès à vous Michel pour la dernière ligne droite du concours et puis à vous pour la suite de votre carrière, hein, Ken. Et puis on se retrouve demain sur ce plateau avec le meneur valaisan Jérôme Vouta. Il y aura aussi le cavalier roman wildcard Flavien Auberson et puis le plaisir aussi de recevoir le double champion du monde de voltige Lambert Le Clésio. La diffusion sera à 13h45 sur Facebook et le live streaming du concours hippique. On se quitte avec quelques belles images de ces dernières heures ici à Palexpo. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée à vous et à demain pour la dernière. Thank you.